On en arrive maintenant aux questions hobby, donc du coup ma relation avec l'hobby, tout ça, qu'est-ce que je pense de certains trucs et tout ça. Moi j'ai des conseils pour quelqu'un qui ne peut pas sous-coucher ses figurines en extérieur ou dans un endroit propice, une technique alternative ou du filoutage. Malheureusement pas trop, la seule chose qui me viendrait en tête, ça serait de te dire d'acheter une cabine d'aspiration et un aérographe, avec la cabine d'aspiration qui irait sur une fenêtre pour pouvoir sous-coucher tranquillement tes figurines avec un aérographe sans pour autant avoir de trop de problèmes. Parce que la sous-couche au pinceau c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Mais sinon tu peux peut-être essayer de trouver un magasin ou une association et comme ça tu pourras les sous-coucher là-bas, ça marche aussi. Moi fut un temps je sous-couchais beaucoup aux games parce que je pouvais pas sous-coucher chez moi. En plus, quand tu sous-couches avec la bombe du Game Workshop, si tu sous-couches pas trop, si t'abuses pas trop, c'est gratuit, la prête. Quelle est ta plus grosse déception vis-à-vis de 40K? Puis on peut pousser sur une réponse par catégorie lore, gameplay, figurine. Je ne me souviens pas avoir eu de grosses déceptions vis-à-vis de 40K. On va dire que moi le seul truc qui m'a un peu embêté, que j'ai pas trop aimé, ouais on peut dire que j'ai été déçu, ça a été l'abandon des gabarits et des valeurs de blindage sur Warhammer 40 000 parce que c'était quelque chose que je trouvais quand même assez sympathique. J'aimais bien les jets de déviation et tout ça, ça me faisait beaucoup rire. Bon, moins les rares fois où je faisais YOLO la FEP et que mon unité mourait comme une merde parce qu'elle arrivait dans un mur, mais encore, auquel cas c'était un petit peu rigolo. Moi j'aimais bien ça, ça me manquait un peu, j'étais un peu déçu de ça, mais j'ai trouvé la V8 et tout ce qui en était sorti à côté après assez bien et ça a compenser on va dire la petite déception que j'ai eue et puis comme c'est revenu avec Horus Heresy, bah, je trouve que c'est quand même mieux parce qu'aujourd'hui tu as un 40K plus riche, plus vaste etc qui est bien facile d'accès où tu peux trouver beaucoup de joueurs et tu peux avoir du coup un Horus Heresy plus axé règles un peu plus profondes, un peu plus travaillées, un peu plus réaliste et donc bah que je trouve aussi bien cool. Donc du coup bah t'as un peu les deux. Maintenant aujourd'hui c'est vraiment pas mal du tout. Avant qu'Horus Heresy revienne bien, encore il était en V7 et tout, c'était un peu compliqué de faire la part des choses. C'était un petit peu bof, j'étais un peu déçu effectivement de cette perte, mais à part ça, sinon ça va. Sinon en termes de lore, bah, j'ai jamais été déçu. En fait moi je fais partie de ceux qui pensent que tout ce qui va être lore ou création comme ça, des bouquins, des films ou autres, on te donne un truc en fait qui dans ce cas-là qui n'existait pas, en fait c'est eux qui le créent donc tu peux ne pas aimer un truc qui va ensemble mais de là être déçu, tu vois je sais pas trop donc moi ça me touche pas spécialement. Et en termes de figurines, je sais plus trop. Il y en a bien évidemment qui me parlent moins que d'autres, mais là je regarde un peu autour de moi ce que j'ai. J'ai pas souvenir d'avoir été spécialement déçu par un truc. Enfin, j'ai pas quelque chose qui m'a déçu au point de m'en souvenir en mode ah oui non ça j'aime pas, ça me vénère, tu vois. J'ai pas souvenir de ça. Ma question, que penses-tu des proxys pour le Seigneur des Anneaux, pour ou contre? Je vais même étendre ta question à de manière plus générale. Donc déjà de base, hein, la règle c'est quoi? C'est les proxys ou quoi, t'en fais ce que tu veux, tu les joues comme tu veux, tout ça, sauf si tu vas dans des événements spécifiques, là où tu devras, genre je veux dire tournoi ou autre, ou alors encore plus dans des événements sponsorisés par Game Workshop ou chez Game Workshop lui-même, tu devras avoir au moins, soit c'est une conversion à partir de trucs games et donc ça passe, mais dans tous les cas tu devras avoir au moins à minima la figurine officielle pour pouvoir la remplacer à tout moment pour les lignes de vue etc, ou alors dans certains cas ça sera juste interdit, que ça ne sera pas que du games, notamment voilà tu vas pas aller avec des proxys faire une game du coup de Seigneur des Anneaux à Warhammer World, tu vois c'est pas possible. Tu vas pas aller jouer à la PlayStation 5 dans les locaux de Microsoft, c'est la même chose. Et donc de manière générale les proxys en gros, moi en fait c'est très très simple pour moi. Alors après c'est mon avis hein, mais c'est parce que j'imagine le hobby très différemment de certaines personnes, mais ma façon de penser c'est la plus simple, c'est si ton proxy il est là pour des raisons esthétiques, pour des raisons lore, enfin tout ce que tu veux, bah moi je trouve ça très très bien. Si ton proxy il est là pour des raisons uniquement financières du genre bah c'est moins cher donc je prends ça, là moi j'aime pas. En fait j'aime pas parce qu'en fait si ton proxy que tu veux pour des raisons esthétiques parce que tu le trouves plus joli, il est moins cher, et ben c'est encore mieux, tu vois, c'est non seulement déjà, en fait il est bien, je l'aurais pris même s'il était plus cher, mais en plus il est moins cher, donc là c'est très bien. Mais si tu le prends juste parce qu'il est moins cher, et bien en fait pour moi c'est dommage parce que c'est faire passer, c'est faire passer le besoin d'achat compulsif, et croyez-moi, je sais très bien de quoi je parle, mais c'est faire passer ça en fait avant ton propre plaisir. Moi-même, en tant que bon acheteur compulsif qui achète beaucoup, je préfère acheter un peu moins, j'achète vraiment beaucoup, mais je préfère acheter encore un peu moins
et avoir ce que je veux comme je le veux, plutôt que d'acheter un peu plus et de me priver d'un truc que j'aurais imaginé comme ça. Pour moi, l'aspect global du truc avec l'imagination des projets, etc., de faire comme ça et d'avoir ce qu'on veut comme on l'a imaginé, c'est très important. C'est vraiment limite le plus important pour moi dans tout ça. Et donc du coup, avoir des trucs, et ça va aussi un peu pour l'impression 3D au final, mais avoir des trucs comme ça, juste pour que ça soit moins cher, en te fichant un petit peu du contenu du truc ou quoi, même si tu le trouves un peu moins beau, mais comme c'est moins cher tu le prends, je suis vraiment 100% contre parce que c'est pas comme ça que moi je veux vivre le truc. Je préfère économiser plus longtemps. Regarde, Smog, typiquement Smog, il y a des dragons qui ressemblent, qui sont un peu dans le même délire, ou même d'autres trucs que tu aurais pu jouer en proxy et tout, et qui sont dans les, je sais pas, 150 ou 200 euros, je crois que j'en avais déjà vu passer comme ça. Même à l'époque, là en plus j'étais en prothèse, donc j'avais accès à une imprimante 3D tous les jours, j'aurais pu l'imprimer, j'aurais demandé à mon patron, il m'aurait dit oui. T'avais déjà des fichiers de Smog qui traînaient et qui étaient des fois piratables gratuits ou autres, mais c'est pas du tout ça, ils étaient toujours moins beaux et tout. Et moi j'ai préféré mettre mes 45 euros de côté tous les mois pendant 10 mois pour pouvoir me l'offrir, avoir le Smog comme je voulais, donc ça m'a pris... aujourd'hui il est plus cher encore que ça, mais à l'époque je l'ai pris avec 2 petits packs de cavaliers 30 huiles avec. Et donc du coup j'ai préféré faire ça et prendre mon temps pour l'avoir, plutôt que d'avoir accès à d'autres choses alors que j'aurais pu, mais parce que pour moi c'est pas comme ça qu'on fait, et ça a toujours été comme ça, avant même que ça soit mon travail et tout, j'ai toujours pensé ça comme ça, tu vois, vraiment. Donc si ton proxy, pour moi encore une fois, il est là dans un but esthétique, dans un but de fluff, de lore, ou ce que tu veux, mais que tu le prends pas juste parce qu'il est moins cher, je suis tout à fait d'accord. Si tu le prends juste parce que c'est moins cher et que c'est le truc principal, je suis pas pour, voilà. C'est mon avis. Mais après, c'est mon avis à moi, ça n'engage que moi. Est-ce que tu penses qu'on peut faire des belles figurines sans aérographe? Absolument, et j'irais même jusqu'à dire que la plupart des figurines que vous verrez en mode full Golden Demon, bien win et tout, elles sont majoritairement faites au pinceau. Parfois les couches de base vont être faites à l'aérographe juste pour que ça soit plus rapide, mais c'est majoritairement fait au pinceau. Et en fait, l'aérographe, c'est surtout en fait, on pense que c'est le truc qui te fait up et tout, mais non, en fait c'est juste que ça va plus vite, ça va juste beaucoup plus vite, et effectivement quand tu maîtrises pas la dilution pour les transitions, ça te permet de faire des trucs plus smooth, parce que lui en fait il projette des petits points, donc c'est smooth de base, mais à partir du moment où tu maîtrises ça et que tu sais faire ça avec un pinceau, l'aérographe c'est juste du temps en fait, c'est juste, tu peux faire exactement la même chose avec des pinceaux et des aérographes, et souvent même mieux avec des pinceaux qu'avec un aérographe, pour tout ce qui va être précis et tout, mais c'est juste que l'aérographe ça va faire ça 10 à 20 fois plus vite parfois, même peut-être plus. C'est parce que c'est shit et c'est bon quoi. Alors que le pinceau ça va être je sais pas combien de couches, machin, etc. Mais tu peux bien évidemment faire de très belles figurines, voire même de bien plus belles figurines au full pinceau qu'avec un aérographe. Je sais que tu fais de l'Hérésidorus, mais quelle armée joues-tu et préfères-tu jouer, et s'il est possible de les voir? Alors pour les voir, donc là on a mes Cataphracti Thousand Suns, mes 2 Contemptors Thousand Suns qui étaient des Contemptors de la boîte Betrayal Cals. On va avoir du coup un Eldrake peint Thousand Suns en Candy Raid, mais du coup c'est pas trop 30k. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a des Heavy Support Thousand Suns en MK3, comme ça par 10. On a des MK3 standards, non ils sont pas là. Il y a pas mal de trucs, mais tout ça globalement vous le trouvez sur ma page Facebook, hein, en général. Voilà, il y a pas mal de mes 30 tactics, moitié MK3, moitié MK4, Thousand Suns. Les Dark Angels, ils sont pas là, je sais pas où je les ai foutus, mais ils sont sur ma page Facebook. Vous avez aussi des Primark qui traînent à droite à gauche, hein, bien évidemment, Horus, Lupercal, tout ça. Peint il y a quelques temps déjà. Et donc tout ça tu peux retrouver sur ma page Facebook. Toutes mes petites photos, normalement j'ai tout posté, si je dis pas de bêtises. Et quelle armée je joue du coup? Je joue, j'ai 2 peints Thousand Suns, Dark Angel, c'est tout. Mais sinon, j'ai en projet et où je joue, du coup à terme ça sera Dark Angel, Blood Angels, Thousand Suns, Sons of Horus, World Eaters, j'ai déjà dit Blood, et bien évidemment des chevaliers, des démons quand ça sortira, des custos, et il y aura aussi des Emperor Children. Normalement voilà, ça c'est les trucs...
c'est les trucs faits, et à terme, un jour peut-être dans mon rêve, moi j'aimerais bien avoir une petite force minimum de chaque légion et tous les Primarques peints. J'ai envie de collectionner tous les Primarques et de les avoir tous peints. Et après du coup, ça une fois que ça sera passé, que j'aurai fait ça, les légions qui arriveront ensuite et qui seront priorisées, ça sera du White Scar, du Salamanders que j'aime beaucoup, peut-être un peu d'Iron Hands, pourquoi pas, mais je sais pas trop, j'hésite avec d'autres. Il y aura sûrement de l'Alpha Légion. Voilà, enfin de toute façon j'aime bien un petit peu tout, hein, donc c'est un peu compliqué. Il y en a que très peu que j'aime pas trop en termes d'esthétique, et donc du coup que j'ai pas envie de faire, mais c'est assez rare, c'est assez rare. Si tu veux une nouvelle faction à introduire, ou une nouvelle unité dans Warhammer 40K, quelle serait-elle? Alors c'est très compliqué comme question parce que je la comprends pas spécialement. C'est dans le sens, est-ce que il faut introduire un truc qui existe dans le fluff mais qui n'est pas encore sorti, ou un truc en plus du genre des Skaven mais de l'espace, tu vois. D'ailleurs en fait ça serait ça ce que j'aimerais trop voir, parce que moi j'adore les Skaven, et donc des Skaven en version 40K ça serait quand même assez stylé. Voilà. C'est tout ce que je pourrais dire, parce qu'après sinon je sais pas trop. Dans l'idée où cette question aurait été hyper libre, j'aurais dit voilà, des Skaven de l'espace, ça serait bien stylé. Ou des hommes lézards de l'espace aussi. J'adore les hommes lézards. Tu sais, ils arriveraient sur des gros dinos qui seraient à moitié mécanisés, tu vois, un peu comme les Squigosaures et tout, en mode un peu orc, mais hommes lézards quoi. Ouais, ça serait stylé. Ça serait stylé. Ouais, ça serait stylé. Après, si c'est bien fait, hein, bien évidemment, mais je fais confiance à Games pour ça. Quel est ton roman préféré dans l'univers de Warhammer 40 000 ? Alors c'est très compliqué, ça a longtemps été Le Don de l'Empereur, mais c'est surtout parce que c'est le premier que j'ai lu et qui m'a vraiment... tu vois. Mais j'ai beaucoup... Alors... 40K, donc du coup je vire tout Horus Heresy, c'est plus simple, ça m'arrange. Mais j'ai beaucoup aimé Ghazghkull Traka, le bouquin sur Ghazghkull Traka que j'ai lu il y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé Horus Brutal qui était très drôle. Mais Ghazghkull Traka est vraiment très bon. Je vous le conseille très fortement. Quelle est ton armée préférée, fluff et visuel pour Warhammer 40 000 et aussi AOS? Pourquoi pas alors mon armée préférée en termes de fluff à 40K, je réfléchis hein. J'hésite un peu entre Orc et Necron. J'aime bien quand même les Necrons, j'aime bien leur histoire, le délire qu'ils soient bien fait enfler, qu'ils reviennent comme ça pour conquérir les galaxies et tout, qu'ils aient un petit côté enfin genre qu'ils aient plus été arrogant, plus t'as gardé de personnalité, tout, c'est assez stylé. J'aime beaucoup le délire et ils ont aussi un bon style. Age of Sigmar, ça serait quoi en fluff? En fait, je suis très nul en fluff Age of Sigmar. Donc du coup, compliqué. Je vais sauter la question en mode Age of Sigmar. En visuel 40K, aussi très dur, hein, mais une armée qui claque bien. En fait, c'est compliqué parce que par exemple, tu vois, une armée d'orques, ça claque sévère. Mais une armée custo, ça claque aussi sévère. Hein. Mais une armée Dark Eldar, ça claque aussi bien. Hein. Ah, ça va être orc. C'est quand même... c'est plus diversifié, t'as plein de trucs, tu peux tout mettre. En plus, maintenant qu'ils ont sorti les Squigosaures, les Squigliers et tout, tu peux mettre ça. Tu peux avoir un Stompa derrière, des Gorkanotes, des Morkanotes, des avions qui sont bien stylés, des trucs qui roulent vite, des trucs qui courent, des trucs qui volent, c'est bien. Les orcs. Les orcs, c'est bien, c'est stylé, parce qu'en fait, c'est... Il y a plein de détails, mais c'est un gros brouhaha, mais c'est lisible quand même. C'est tout un bordel, j'adore. Les orcs, c'est vraiment stylé. Et à Age of Sigmar... Je trouve que les idonettes ils claquent quand même beaucoup, moi j'adore les idonettes, j'aime bien. Après j'aime bien tout ce qui est un peu comme ça, la mer et tout, tous les requins et tout, j'aime beaucoup, donc c'est pas mal, j'aime bien, je dirais idonettes. Où en sont tes Knights Templars? Ils n'ont pas du tout avancé niveau fluff depuis la vidéo fluff, et ils n'ont pas du tout avancé en peinture depuis la vidéo peinture. Tout à fait désolé pour ça, mais voilà, ils ont pas avancé. Ça avancera, hein. Il y a des figurines qui ont été collées depuis, mais rien de peint plus. Pour jouer Necron, tu jouerais quelle dynastie? Alors moi, j'aime pas avoir une dynastie spécifique. En plus, j'ai pas ouvert le codex depuis plus d'1 an, donc je ne sais pas trop quoi te répondre pour ça au niveau des dynasties. Si la question elle portait sur les règles, je saurais pas trop quoi te dire. Pour ou contre l'utilisation des impressions 3D, eh bien, je vais copier-coller ma réponse avec la réponse des proxys juste au-dessus. Moi, je trouve que l'impression 3D... En fait, j'arrêtais pas de dire, et justement, je devais faire une vidéo dessus, et comme j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai pas encore fait, mais
j'arrête pas de dire que, en fait, je parlais pas de l'impression 3D parce que pour moi, l'impression 3D, c'est trop facilement contrefaire les figurines de games et tout, et je trouve ça très dommage. Comme je viens de le dire juste avant, si c'est que pour des raisons financières, je trouve ça pas cool. En fait, c'est un peu vivre son hobby qu'à moitié. En fait, c'est vivre ton hobby, mais attaché avec des trucs. En fait, j'aime pas trop. T'es là pour te détendre, pas pour te prendre la tête de faire le truc le moins cher, machin, etc. etc. Donc, du coup, voilà. Mais l'impression 3D, je trouve que c'est un potentiel énorme. Mais vraiment énorme. Et je dis ça depuis très longtemps. Moi, la première fois que j'ai mis les mains, là, en 2023. Ça fait plus de 10 ans que je connais l'impression 3D, que j'ai mis les mains dedans et tout via la prothèse à la base. Et bien évidemment, du coup, le premier truc que j'ai fait, c'est regarder tout ça. Et j'ai trouvé ça quand même assez stylé. Donc du coup, voilà. Mais j'en aurai pas avant quelques temps. Un jour peut-être j'en aurai, mais pas avant de déménager. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est quand même vraiment stylé. Mais si je voulais pas en parler, maintenant du coup j'ai un peu changé d'avis sur ça. Mais si je voulais pas en parler, c'est surtout parce que je trouvais que c'était utilisé pour les mauvaises raisons et je trouvais ça très dommage. Après je peux peut-être élargir parce que je crois que la question n'est pas là, mais on m'avait posé plusieurs fois la question, est-ce que Games a des soucis à se faire via l'impression 3D? À mon humble avis, pas du tout, parce que je pense que les utilisateurs d'impression 3D surestiment grandement la motivation et le temps allouable au hobby des 3/4 des gens qui jouent à Games. En fait, c'est déjà cool de monter ses figurines soi-même et tout, tu vois, mais si les gens doivent l'imprimer, puis après le nettoyer, ça en fout partout, c'est dégueulasse, c'est un truc qui fait du bruit, qui prend du temps, etc. Complexe, c'est trop relou en fait. Même pour le gain d'argent, mais c'est trop relou par rapport au fait d'acheter ta boîte dans un magasin. En fait, il y a tout un truc en plus. Tu vois, c'est un peu le même délire. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient ça aussi et qui faisaient le truc par rapport aux jeux physiques et aux jeux des maths. Et tout le monde pensait que les jeux physiques allaient bien évidemment disparaître. Alors là, pour le coup, c'est un peu différent parce que t'as juste ton jeu dans l'armoire. Mais encore aujourd'hui, les jeux physiques n'ont pas encore disparu, alors que tu peux tout télécharger avec la fibre en 2.2, mais ils n'ont pas encore disparu parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment acheter l'objet en fait. Acheter l'objet avec tes sous, c'est quand même quelque chose d'important. Tu vois, et donc ça, et qui plus est dans un hobby où tu fais tout avec tes mains, monter, tout ça, etc. Je pense que vous surestimez grandement la motivation et le temps allouable aux figurines, et qui plus est, on va aller encore avec de l'ouverture de public, avec la série, avec Henri Cavill, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui vont venir dans le hobby, et si on doit commencer à faire de l'informatique, à tous ceux il y en a plein, ça leur casse les couilles, hein. Vous êtes passionnés, vous adorez ça, et je comprends, hein. Mais il y en a plein, ça les saoule, ils ont pas le temps, ils ont pas l'envie. Et si ils doivent passer plusieurs heures à apprendre à se servir d'un logiciel, puis à apprendre à se servir d'une imprimante, puis à la calibrer, puis à la nettoyer parce qu'ils l'auront mal calibré, puis ci, puis ça et tout, ça va les faire chier, ils le feront jamais. Alors que acheter une boîte, prendre une pince coupante et faire clac clac clac, c'est bon. Et à terme, tous les joueurs faire ça, non. Pour moi, jamais. Même, c'est pas un jour à terme où ils sont pas encore prêts et tout, c'est à moins qu'on t'invente une imprimante 3D où t'appuies sur un bouton, tout ce que t'as à faire c'est à sélectionner ton truc, à dire je veux ça et te le sort en mode soit monté, soit pas monté, ou monté sous-assemblé comme tu veux, à moins qu'on arrive à un niveau comme ça, et propre hein, le truc, c'est-à-dire tu te couches du pain, hein, comme une boîte Games en fait. Tant qu'on n'arrive pas à ça, ils ont pas à s'inquiéter. Clairement. Voilà, j'ai un peu étendu la question, mais c'est une question qui revient souvent, donc au moins c'est répondu. Cette question m'a fait un peu rire. Sais-tu que le 9e âge existe? Et si oui, qu'en penses-tu? Oui, bien évidemment, je sais que ça existe. Penses-tu bien que sous mes vidéos The Old World, il y a beaucoup de personnes qui me commentent le 9e âge ceci, le 9e âge cela. Et bien évidemment, en fait, avant même de faire une chaîne, la plus grosse commande que j'ai faite en termes de quantité quand j'étais peintre pro avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, c'était une commande pour une armée de 9e âge. Donc du coup, je le savais, c'est à ce moment-là que j'ai appris que ça existait. Qu'est-ce que j'en pense? Eh ben pas grand-chose parce que j'y ai jamais joué, j'ai jamais essayé, j'ai jamais lu un livre de règles, j'ai jamais joué. Par contre, je trouve que c'est quand même vachement stylé que la communauté ait réussi à créer un truc pareil qui est quand même bien reconnu, c'est à l'ETC, donc c'est pas rien, et ça je trouve ça vraiment stylé. Faut-il diluer les peintures métalliques? Et si oui, comment? T'es pas obligé de le faire, mais tu peux le faire, et oui, comment? Avec de l'eau.
tout simplement. Je fais partie d'une petite asso à Toulon qui a un local. À l'occasion, tu viendrais jouer. Ça va être fort compliqué, comme je le disais. Là, j'ai pas beaucoup de temps niveau organisation, déménagement, tout ça et tout. Et après, je serai à 10 heures de route. Donc, désolé, je ne veux pas m'avancer, mais il y a très peu de chances que ça se passe. Peux-tu nous montrer l'intégralité de tes figurines? Sinon, peux-tu nous montrer ta pile of shame? Alors, j'appelle ça une pile de fierté, moi, hein, parce que en fait, je dis ça parce que je trouve que c'est très négatif, pile of shame. Je trouve que c'est vraiment genre en mode ah, tu vois, t'es qu'un acheteur compulsif et t'achètes alors que t'as pas le temps de peindre, bah tu pourrais le laisser pour les autres. Je trouve que ça fait très comme ça, et je trouve ça très négatif, alors que moi, elle est énorme. Littéralement, elle prend la taille de... C'est pour ça que souvent que vous me voyez regarder à droite, parce qu'en fait je regarde mes boîtes d'avance. Je vais vous la montrer, hein, comme ça au moins... Enfin, en fait c'est qu'un morceau, y a pas tout. Mais voilà, regardez, c'est en direct. Je prends la photo avec mon téléphone. La photo, je me l'envoie à moi-même par le Gmail. Ma pile of shame, donc là vous voyez un peu la vitre, hein, voilà, mes fringues sur le côté. Donc voilà, ça c'est un morceau de ce que j'ai. Vous avez deux Startco trucs là, Flash Hitter Course, un bidule là, Stormcast, il y a Eidolon. Là il y a une boîte, en dessous de ça il y a 2 ou 3 boîtes, c'est des boîtes dans ce genre là qui traînent. Là on a un buveur de sang, là on a un pod qui est encore en machin, deux Rhino à Horus Heresy, des Startco globalement. Avec ça c'est une arche Necron, normalement c'est la même chose que ça, donc soit une arche du jugement dernier, soit une arche de transport, un avion Necron, le roi silencieux, encore un raider. Après il y a des trucs, hein, typiquement ça c'est monté, je garde la boîte juste pour les rabios, parce qu'en fait les autres ils sont trucs, et pour la peinture c'est plus simple. Voilà, il y a des trucs qui sont encore sous cellophane, et il y a des trucs qui sont montés. Ça par exemple, tu vois, typiquement là-dedans, ça c'est monté. Là il en reste que 5 sur 10, et lui il est pas monté, mais la boîte elle est quand même comme ça. Donc on a ça c'est les règles du Seigneur des Anneaux qui ont été imprimées. Là, ça c'est la moitié d'une boîte, il y a fort longtemps que j'ai reçu, j'avais acheté d'occasion, à l'époque j'ai acheté encore d'occasion. Maintenant je peux plus en fait à cause de l'entreprise. C'est la moitié Ozzy Ark Bone Reaper d'une boîte qui a été contre des... c'était Festin d'os, je crois, à l'époque. Là, il y a des trucs, la plupart c'est vide, il n'y a que les cartes dedans. Là, on a des bidules. Des boîtes, quoi. Là, on a Wrath and Rapture qui est encore sous cellophane. Ah, c'est très rigolo. Armageddon qui est vide. Dedans, il n'y a que des Marines. C'est que des Marines différents des Firstborn, en fait, qu'il faut que je range. Ça, c'est un... Bataillon Skaven, ça c'est vieux, ça c'est très vieux. Là il y a sûrement de l'arche ou des trucs comme ça, ou peut-être un ravageur Dark Eldar. Ça c'est le bouquin de règles Horus Heresy en allemand que vous avez vu, ça c'est un livre de règles 40k. Là il y a tous les Totor bidules là, spécifiques. Là vous avez là-dedans plein de figurines, comment ça s'appelle, ça là, Bisgrave et tout là, qui sont dedans, elles sont toutes montées. Ça j'en suis très content, c'est... Taurin contre Azog qui n'est plus disponible. Là il y a pas mal de figurines. Là vous avez des trucs qui sont assez stylés, hein. Notamment ça c'est plus dispo. Ça aussi c'est celui qui se fait attaquer par les Necrons. Ça c'est celui avec le point fist. Ça je sais plus ce que c'est. Ah ça c'est le Marines. C'est le Terminator Librarian. En dessous de lui normalement il y a le Marines avec le bolter désintégrateur là d'époque là. Ça c'est pour les 500 machins là. Les 500 boutiques dans le monde. Donc voilà, vous avez ça. Là on a encore un peu des boîtes Horus Heresy, 2 boîtes Horus Heresy ça. Et là il y a la vitrine. Donc ça voilà, ça c'est ma grosse partie de boîtes d'avance. Mais il y en a encore une pas mal en bas. Et encore une autre en bas dans la cave. Voilà, puisque vous vouliez voir. Mais du coup, montrer l'intégralité de mes figurines, ça va être compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui sont en mallette typiquement, qui sont en vitrine, qui sont en boîte comme je disais, etc. en fait. Et j'ai que 7 espaces là, j'ai que 7 tables là pour vous montrer tout ça. Tu vois, là typiquement il y a beaucoup de Necrons, on est juste sur un début d'armée Necron, il n'y a pas tous mes Necrons là. Et t'as vu la place que ça prend ? Donc imagine quoi. Je t'invite à regarder la vidéo tout ce que j'avais peint de toute ma vie, où je me lançais un défi que j'ai pas réussi à faire, mais un défi très rigolo où tu vois déjà ça prend 2 tables Ikea complètes. C'était assez galère à sortir et c'était que ce que j'avais de peint. Donc c'est très compliqué, je sais même pas comment ça pourrait rentrer. Mais il y en a beaucoup. Alors, comment est-ce que tu as découvert le hobby et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer ? Alors,
J'ai découvert le lobby, on m'y a amené. Alors j'ai plein de blagues à faire, mais je les garde parce que quand j'aurai déménagé, je serai peut-être pas loin de chez l'équipe du joueur du grenier. Et ils ont une émission qui s'appelle Les Termes avec le Pédiluve. Et il y a eu un invité, donc je me dis ah bah pourquoi pas, puisque JDG voulait se mettre à 40K, que j'ai vu quelques tweets de Seb du Grenier qui disait qu'il avait envie de peindre des figurines avec Henri Cavill. Bon, je suis pas aussi musclé qu'Henri Cavill, mais peut-être, tu vois, au moins je sais peindre assez bien. Je dis pas qu'Henri Cavill sait pas bien peindre, hein, mais je veux dire, je pourrais apporter quelque chose. Peut-être que je pourrais me faire inviter et j'ai pas mal de blagues à faire sur ça. Donc du coup, ça va être la version édulcorée. Je sais pas si ça arrivera, hein, mais on a le droit de rêver. Comment est-ce que j'ai découvert le hobby? Du coup, en fait, c'est avec quelqu'un. J'ai été amené quand j'étais petit. J'avais soit 10 ans, soit 11 ans, je sais plus trop. Je sais plus si c'était en 2002 ou en 2003. Mais bref, quand j'étais petit. Et du coup, après, bah, j'ai bien sympathisé avec des gens dedans. J'avais aussi 2 voisins à cette époque qui s'y étaient mis au Seigneur des Anneaux avec moi. Et donc, du coup, bah, ça m'avait bien motivé. J'ai fait du hobby et des filles Warhammer jusqu'à 16 ou 17 ans. Après, j'ai arrêté les filles, tout ce qui se boit et ce qui se fume. Et parce que si aujourd'hui je bois plus beaucoup, avant j'ai bu beaucoup. Et puis la fac, etc., loin de chez moi, chambre étudiante, 9 mètres carrés, et les sous qui vont avec, tu vois, genre là, l'argent de poche, bah tu t'en servais pas pour de l'argent de poche, tu t'en servais pour manger. Donc du coup, très compliqué, et j'ai repris un peu plus tard, en 2012, quand je suis allé voir le film le Hobbit au cinéma. Ça m'a trop rappelé en fait les films du Seigneur des Anneaux, ça m'a trop rappelé tout ça, et j'ai craqué. Et en plus j'habitais pas très loin du Games, je suis passé devant et je me suis arrêté comme ça et j'ai fait oh là là, regarde pas longtemps, tu vas craquer. Je suis rentré chez moi, 3 jours après j'y étais, j'ai acheté ma première boîte et depuis voilà, la photo que vous avez vue il y a 2 secondes. Est-ce que tu es content de la manière dont évolue Warhammer? Oui, je trouve que c'est vraiment bien. Parce qu'en fait, ça permet de plus en plus de parler à beaucoup de gens. Le fait qu'on simplifie les 2 jeux principaux, qu'on ait un retour des vieux jeux et vieilles façons de jouer, avec du coup Horus Heresy et les gabarits et les déviations, tout ça, et The Old World qui reprendra au moins les socles régimentaires, etc. Bah, je trouve que c'est bien parce qu'en fait ça va parler à tout le monde, c'est assez stylé et c'est un hobby qui est vraiment très bien, qui évolue, je trouve, vraiment bien, que ce soit en termes de qualité de figurines, en termes de communauté, en termes de dinguerie qu'on peut avoir en peinture, etc., en termes d'événements, en termes de tout, en fait. Vraiment, c'est l'évolution de 40K. En plus, avec du coup, nous, là, les youtubeurs, influenceurs qui se mettent à partager plus, on voit à quel point, en fait, on peut... je sais pas, on peut avoir une émulsion autour de ça, on est ensemble dans ce délire et tout, je trouve que c'est vraiment cool et vraiment stylé, avec des applications comme MyHobby App là, de French War Game qui va sortir assez bientôt, qui est quand même assez stylé pour rapprocher encore plus les gens et tout. Je trouve que le hobby de manière générale, Warhammer de manière générale, que ça soit du fait de games ou de ce qui se passe autour, évolue vraiment bien et je suis vraiment content de faire partie de tout ça. Combien de temps as-tu mis et combien de figurines surtout avant d'avoir un résultat super qualitatif? Bah merci déjà. Et combien de temps passes-tu en moyenne sur une figurine standard? Alors c'est très compliqué comme question. En fait, tout dépend de ce que tu vas essayer de t'imposer. En fait, c'est-à-dire que si tu essayes de te pousser toutes tes limites à chaque figurine, tu vas évoluer beaucoup plus vite que quelqu'un qui va peindre des armées et se pousser que sur les persos par exemple, tu vois. Donc du coup ça dépend. Moi j'ai pas spécialement longtemps essayé, en fait j'alterne beaucoup, justement c'est pour ça que j'évolue pas non plus toujours très vite. Là typiquement j'ai évolué beaucoup plus en 3 ou 4 mois à m'entraîner au Golden Demon que je n'ai évolué sur les 3 dernières années, tu vois. Donc c'est complexe, mais c'est parce que sur les 3 dernières années j'ai jamais poussé une figurine très loin en fait, parce que j'avais pas envie, pas le temps, parce que je voulais faire des tutos peinture qui étaient accessibles. Quand tu fais une chaîne de débutants, tu vas pas arriver, alors bonjour, vous avez jamais touché de pinceau, vous inquiétez pas, on va faire du NMM, il n'y a pas de problème, c'est facile. Tu peux pas faire ça. Donc du coup, j'adaptais mes trucs et tout, donc je me poussais pas et donc forcément j'évoluais pas. Donc en fait il n'y a pas de temps minimum et tout, ça va vraiment dépendre de ce que tu fais, des gens aussi, parce qu'il y en a qui évoluent plus vite ou moins vite que d'autres et il n'y a pas de problème, c'est pas grave, hein, il suffit juste de travailler plus ou de travailler moins. Ça va en fait tout dépendre de ce que tu t'imposes et de ce que tu cherches comme goal en fait pour être fort. Malheureusement il n'y a pas de recette miracle, il faut... Mignac il a raison, hein, paint more minis. C'est tout simple.
La recette pour aller plus vite, c'est ça. Et après, il faut voir qu'est-ce que tu t'imposes dans ça. J'aimerais peindre les armures de mes Iron Hills en NMM et leur cocotte de maille en peinture métallique. Ma question est simple, peut-on mélanger ces deux techniques où le rendu va être étrange? Alors, les rares fois où j'ai vu ces deux techniques mélangées, ça marchait, mais c'était très souvent pas la même couleur de métaux. Là, tu me parles d'un Iron Hills, et les Iron Hills, ils sont tous en métaux. Et en métaux gris, je veux dire, et donc du coup tu vas faire une armure grise en NMM et une cotte de maille grise en métal. Ça va être un peu bizarre. Alors que des fois, j'ai vu des NMM or avec des peintures métalliques argent, ça passait. Globalement, c'est pas non plus la meilleure des idées, hein. C'est quelque chose qui, si jamais, en fait, déjà tu devras faire ton métal, tu devras faire du TMM, donc du True Metallic Metal, donc bien travailler tes métaux avec beaucoup de shade, etc., de richesse dans le métal pour que ça colle bien, parce qu'un NMM, forcément pour que ça marche, il est très riche, donc du coup ça va être complexe. En fait voilà, ça dépend de ton level, mais si tu poses la question, ça veut dire que t'as pas un level assez vénère pour en faire tout ça, donc je te conseillerais de faire soit full metal, soit full NMM, mais je te conseillerais d'éviter de mélanger les deux, mais sinon tu peux toujours rechercher des articles sur ça et tout, il y en a quelques-uns qui traînent sur le net ou des vidéos, et ça pourra peut-être t'aider, mais courage quoi. Quelle a été ta première figurine? C'est le Space Marine que vous avez sur la miniature de Arrête d'être nul. Quelle est ta figurine préférée? Ça c'est très très dur, encore une fois, je veux dire, pourquoi vous voulez toujours choisir une figurine préférée? C'est très très compliqué. Je veux dire, il y a tu vois, genre, j'ai peint Lion Johnson, il est grave stylé, mais est-ce que je le préfère à Jack Ataikan? Bah je sais pas moi. Les deux ils sont grave stylés, en fait c'est différent, il y en a un il est tout noir, il a une épée super stylée, en mode c'est un chevalier et tout, tu vois, et l'autre tu sens que c'est un guerrier mongol avec les trucs mongols et tout à l'époque et tout, avec son sabre mongol en l'air et tout, enfin, moi j'arrive pas à choisir une figurine préférée, c'est trop compliqué. Je peux pas faire ça. La réponse facile, j'ai dit un Magnus, parce que c'est un des rares que j'ai peint 2 fois, mais en vrai, est-ce que j'ai préféré peindre Magnus à Guilliman par exemple, parce que lui aussi je vais l'avoir peint 2 fois au final, parce que ça va être le deuxième que je vais faire là. Bah, je sais pas, c'est trop dur de choisir ma figurine préférée. J'en aime tellement en fait. Et puis il y a tellement des styles différents, tu vois. Comment tu peux comparer un Magnus le rouge 40k, un Magnus le rouge 30k, un Guilliman 40k, un orc, et un démon, ou à une figurine Age of Sigmar n'importe laquelle, parce que du coup on est carrément sur d'autres trucs, et avec une figurine Seigneur des Anneaux, c'est trop compliqué. Et là tu rajoutes Necromunda aussi, qui a un style bien particulier, et du Blood Bowl. C'est pas possible, tu peux pas avoir une figurine préférée. Peut-être, hein, mais moi non, quoi. Et enfin, quelle figurine as-tu préféré peindre? Bah du coup, même principe, hein, je sais pas. En fait, c'est facile, t'as envie de dire... la figurine que t'as préféré peindre, très souvent ça va être la dernière, parce que c'est celle dont tu te rappelles le plus, là, tu vois, parce que moi j'ai envie de te répondre Mephiston. Mais est-ce que j'ai préféré peindre Mephiston à Magnus ou à Lion? Bah je sais pas. Mais Mephiston c'est le dernier que j'ai peint. Donc du coup j'ai bien kiffé, j'étais content, parce qu'en fait moi j'aime peindre tout court. Donc du coup bah je suis content, mais après c'est juste que j'oublie, tu vois. Magnus je l'ai peint en 2018, j'ai un peu oublié depuis, tu vois. J'ai pas oublié trop les plumes, mais à part ça, le reste j'ai oublié, donc je sais pas, tu vois. Je sais pas. Trop compliqué. Qu'est-ce que je pense de Kill Team? Bah pas grand chose, parce que à l'instar de notre ami 9ème âge, j'y ai jamais joué. Désolé. Mais mes pronostics pour The Old World, socle carré à l'ancienne ou socle rond. Encore une fois, et d'ailleurs il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Je vais relire bien attentivement tous les articles de Community. Ils ont promis du socle carré, mais moi je suis sûr et certain qu'ils vont faire du socle rond dans Régiment carré. En fait, ils nous ont promis que le jeu se passerait en socle carré, mais je suis pas sûr, je vais aller tout relire, hein, mais je suis pas sûr qu'ils aient promis que les figurines seraient sur socle carré. En fait, c'est vraiment te tirer une balle dans le pied. En fait, fut un temps, il y avait les démons qui étaient vendus avec socle carré et socle rond dans la boîte, parce que les démons sont la seule faction qui est jouable à Battle, bah, du coup maintenant Sigmar, et à 40k. Et c'était déjà un truc qui était assez chiant pour les gens, parce que, en fait, quand t'achetais des démons, si tu voulais jouer démons, en fait, si t'étais un fan de démons et que tu voulais jouer démons à Battle et démons à 40k, tu devais te payer 2 fois l'armée. Et déjà, les gens, ça les faisait chier. Ça les énervait de ouf. Et il y en avait qui faisaient des trucs dégueulasses où ils collaient des socles ronds de démons sur des socles carrés. Comme ça, en fait, comme le socle rond était surélevé, bah en fait, tu pouvais mettre le socle carré dans les trucs de régiment. Et les socles ronds étaient par-dessus. Voilà, ça s'entrechoquait, ça tombait, ça marchait pas. Mais ça permettait de faire les deux. Ou alors, il y en avait qui jouaient avec les démons en socle carré à 40k en mode bah.
YOLO. Et c'était dommage, et c'était quelque chose qui était pas mal reproché à Games à l'époque. Et je vois mal Games ressortir la laisser à fond avec un petit kit de 10 socles carrés à acheter à 4€ ou à 5€ en mode bah tiens, kiffe tes Séraphons, si tu veux les jouer à Old World, bah voilà, c'est comme ça. Ça, moi, j'y crois pas trop et je crois fortement qu'ils ont appris. Avant, il y avait la guerre de l'anneau, ça marchait très très bien. Ils ont les moules pour faire ça. Hein. Ils ont les moules pour la guerre de l'anneau. C'était les figurines Seigneur des Anneaux, elles sont sur socle rond. Et bien, elles étaient dans des régiments exprès carrés pour jouer comme Battle, mais au Seigneur des Anneaux, c'était Seigneur des Anneaux à des échelles beaucoup plus grandes. Et c'est un jeu vraiment très très bien d'ailleurs. Donc du coup, ils ont les moules pour faire ça. Ils ont vu que A Song of Ice and Fire marchait, donc je vois pas pourquoi en fait ils feraient pas ça. Comme ça, en plus. Comme à l'instar de Horus Heresy et 40K, où tu peux transposer les figurines Horus Heresy à 40K via le bouquin Forge World de règles, et même pas toujours, hein, parce que le contemptor relique qui est dans le codex Custo, c'est le même, hein, tu l'achètes à Horus Heresy, tu peux le jouer en Custo, hein, tu le peux en doré, et puis voilà, terminé, on n'en parle plus. Donc ça, bah là il pourrait faire la même chose avec un bouquin Forge World, ou autre, hein, ou un bouquin en plus, comme ça, pour les figurines genre Bretonnie, genre Roi des Tombes pour Age of Sigmar, en mode hop, c'est possiblement jouable, on n'en parle pas trop, mais voilà, c'est un peu comme Horus Heresy, en mode ah bah oui, il reste encore des cataphractii, voilà, il en reste pas beaucoup, mais il en reste. Donc voilà, si tu veux faire une légion avec plein de cataphractii, enfin un chapitre avec plein de cataphractii, tu peux, mais il en reste pas beaucoup, quoi, c'est juste que tu as eu de la chance dans ton chapitre. Mais voilà, tu vois, c'est un peu l'idée, donc je pense qu'ils vont faire le même délire, et que ça sera vendu avec des socles ronds, et que ça sera transposable sur des socles régimentaires carrés. Parce que sinon, en fait, je trouve que c'est une erreur commerciale. Ça va, en fait, empêcher énormément de gens de revenir. Et encore une fois, désolé, mais tous les fans de Battle, vous étiez là quand Battle existait, et vous n'avez pas assez dépensé d'argent. Alors peut-être qu'en France, vous dépensiez plus, je dis pas, mais dans le monde, vous n'avez pas assez dépensé d'argent pour que Games pense que c'est assez rentable, et ils l'ont supprimé pour faire Age of Sigmar. Age of Sigmar aujourd'hui, c'est en pente vraiment montante, ça marche de mieux en mieux, c'est bien mieux représenté, et donc si tu veux convertir des joueurs Age of Sigmar à Old World, eh bien, il faut que ça soit possible, tu vois, s'ils doivent arracher les socles pour les resocler en carré et pour tester, ils testeront jamais. Alors que s'ils doivent juste acheter des socles régimentaires, hop, et le livre de règles, ils vont essayer pour toutes les armées qui seront transposables. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura. Alors que dépenser autant d'argent dans Old World et tout pour refaire un jeu juste pour des gens qui sont déjà partis en mode communauté sur un autre jeu, ils ont tout créé. Ils n'ont plus besoin de Game Workshop, ils ont créé 9ème âge. Ça marche très très bien, et enfin c'est à l'ETC, c'est tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est incroyable d'avoir créé un truc pareil. Ils n'ont pas besoin de Games. Ils savent très très bien, Games, que s'ils dépensent autant d'argent là-dedans, il faut pouvoir aussi convertir d'autres joueurs. Et oui, peut-être tout ça, les joueurs Total War Warhammer, mais pour moi, vous surestimez, c'est un peu le même délire que l'impression 3D. Vous surestimez le nombre de personnes qui sont fans de la licence Total War, qui ont du coup bien kiffé Total War Warhammer, et qui passent comme ça En fait, le jeu vidéo et le hobby, c'est très différent. Hein. Un jeu vidéo que tu peux torcher en 70 heures, le hobby, tu le torches pas en 70 heures. Hein. En 70 heures, des fois, t'as même pas encore fait ta première partie, que t'as à peine fini de peindre, quoi. Donc, faut mettre en perspective. Pour moi, socle rond dans socle régimentaire carré, et je vais essayer de tout relire comme ça. Mais pour moi, s'ils font pas ça, c'est une erreur commerciale de ouf. Vraiment de ouf. Parce que moi, s'ils font pas ça, clairement la boîte de base Old World, je l'achète direct, Day One, ça c'est sûr. Parce que je suis très curieux, j'ai envie de voir, j'ai envie de tester le truc et tout. Mais alors, il va falloir que la boîte, elle me convainque très fort hein, pour réinvestir là-dedans. Et alors que là, comme je vous l'ai déjà dit, hein, les Séraphons en juin, j'achète. J'achète de ouf, j'adore. Ils sont trop stylés. Mais alors, il va falloir me convaincre beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Pour racheter entièrement une armée Séraphon, la refoutre sur socle carré, la repeindre. Pour tout ça, jouer à un autre jeu, non. Jamais de la vie. Alors que là, tous mes Séraphons, ils sont tout prêts pour 2024, parce que je vous ai dit, hein, ça sortira pas cette année. Malheureusement, Old World cette année, c'est pas impossible, mais j'en doute très fort. Donc mes Séraphons, ils seront prêts et tout. Ils sont sur socle rond. J'ai juste à acheter des socles régimentaires, à mettre du flocage dessus, on n'en parle plus. Attends, mais là, j'essaye. Alors que racheter et tout, non. Non, vraiment, c'est une erreur commerciale de ouf s'ils font ça. Et désolé, hein, mais je sais que vous adorez les socles carrés et tout, mais n'ayez pas trop d'espoir. Hein. Il y aura des socles régimentaires, c'est sûr. Mais n'ayez pas trop d'espoir sur les socles carrés. Voilà. Après, je préfère me tromper et que vous soyez content. Hein.
Mais clairement, si c'est ça, comme je vous l'ai dit, le jeu il a intérêt d'être mais nickel. Mais il a pas intérêt d'avoir un pet de travers, hein, sinon il va jamais convaincre quelqu'un de racheter une armée entièrement. Pas possible, pas possible. Et alors ceux qui pensent que Oddworld va supplanter Age of Sigmar, je suis désolé mais j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. Est-ce que vous croyez que Horus Heresy va supplanter 40K? Même question, même principe. Désolé de vous avoir déprimé, si jamais c'est le cas, c'est pas le but, hein, c'est juste que j'essaie de répondre le plus honnêtement possible à la question. Quel exercice selon toi est le meilleur pour progresser en peinture, pinceau et aéro? Comme je viens de le dire il y a pas longtemps, Paint More Minis. C'est la seule et unique façon d'augmenter en vrai. Et bien évidemment, regarder des tutos, tout ça, ça dépend de ce que tu vas t'imposer, mais tu regardes des tutos, tu regardes des trucs, et surtout réfléchir par soi-même. Après, ça, c'est chacun son truc, mais en fait, moi, j'aime pas... Je trouve que quand t'es là, que tu vas demander directement une solution clé en main à quelqu'un, du genre, ah, je sais pas faire ça, comment ça marche, et que tu cherches même pas, alors qu'il y a littéralement... Je dis ça parce que j'ai beaucoup de fois ce commentaire hein, sous mon truc. Tu sais, du genre, je prends une question à la con, hein, je sais pas si je l'ai eu, mais du genre, j'ai des lignes de moulage, comment je fais pour les enlever? Il y a ça en commentaire, alors que... Tu tapes remove mood line ou alors même juste enlever ligne de moulage dans Google, dans truc, tu vas trouver des articles, des vidéos en 2-2. Je l'ai traité 100 fois moi en vidéo. Donc voilà, il faut se poser les questions soi-même, essayer de chercher soi-même les réponses parce que du coup c'est comme ça qu'on retient mieux, selon moi, c'est mon avis. Et surtout peindre plus et de voir qu'est-ce que tu t'imposes et tout. C'est ça la vraie façon de s'améliorer, c'est peindre plus. Je crois comprendre qu'un shade c'est un wash avec des pigments foncés. Effectivement... C'est plutôt, bah oui, on va dire. Si c'est le cas, un wash avec des pigments clairs, du coup, ça peut servir à quelque chose. Ça serait un glaze, du coup, dans l'idée. Et donc, ça servirait on appelle ça blender, mais c'est en anglais. Comment on dit en français déjà? À lisser les transitions. C'est-à-dire que tu vas avoir, typiquement, si tes trucs, tu vois, on voit des démarcations par exemple entre un éclairci, tu vois, tu prends du bleu un peu foncé, un peu plus clair, un peu plus clair, un peu plus clair et du bleu très clair, et qu'on voit encore les démarcations, bah tu vas prendre un bleu assez saturé entre les deux, un peu clair, et tu vas passer des très fins traits sur l'entièreté de tout ça, donc ça va baisser la teinte maximum de ton bleu le plus clair et augmenter un tout petit peu, mais vraiment très légèrement ton bleu le plus sombre, mais ça va lisser les transitions. Ça s'appelle un glaze. Voilà, je t'invite à chercher glaze ou glazing sur YouTube et tu trouveras. Que penses-tu de la pérennité du jeu Middle Strategy Battle Game dans le temps? Est-ce un jeu rentable pour Game Workshop avec les figurines qui vieillissent et le fait que Game Workshop n'a pas la licence pour Ring of Power? Le jeu est-il en danger? Pour moi, clairement pas. Pour moi, le Seigneur des Anneaux est un jeu qui marche. En fait, le truc, ils sont en train... Déjà, ils réinvestiraient pas dans des moules en plastique avec des nouvelles figurines si jamais ça marchait pas. Premièrement, donc ça, c'est preuve que le jeu marche encore. Deuxièmement, le jeu est traduit en allemand parce que on est dans un pays en allemand qui achète assez pour que Games estime que ça soit suffisant, donc ça veut dire qu'il y a quand même assez de joueurs dans le monde. Après, c'est pas un main jeu de Games, mais les droits de New Line Cinema leur coûtent assez cher pour qu'ils aient envie d'en vendre, etc. Donc je pense pas qu'il soit du tout en danger. Le Seigneur des Anneaux, c'est assez intemporel, mine de rien, parce que les films ils sont vieillissants, mais tu les regardes encore aujourd'hui, c'est quand même, ça reste une claque, ça reste quand même très bien. Donc je vois pas... Enfin pour moi c'est pas du tout en danger et je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Prêt pour le Golden Demon? Alors là, est-ce qu'on peut réellement un jour être prêt pour le Golden Demon? Tu vois, ça je sais pas, c'est compliqué. Je vais en tout cas m'entraîner le plus possible, comme je le disais tout à l'heure. Je vais essayer de faire en sorte, j'espère revenir au moins avec un pins. Si possible une statue, pourquoi pas. Mais je pense pas qu'on peut un jour être prêt pour le Golden Demon, tu vois. Est-ce que Richard Gray se dit qu'il est prêt pour le Golden Demon à chaque fois? Je sais pas, tu vois. Quand t'écoutes l'interview de Chris Clayton qui a gagné la Slayer Sword cette année et qui disait qu'il avait pas un truc et qu'il avait juste jamais imaginé un jour penser avoir la Slayer Sword, il l'a quand même. Je pense pas que c'est quelque chose où tu peux te sentir prêt en fait. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui te tombe dessus, tu vois. Genre, voilà, moi j'ai beau le rêver et l'imaginer 100 fois dans ma tête, si je gagne réellement une statuette. De toute façon, un jour ou l'autre, je gagnerai une statuette, ça c'est sûr, tu vois. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe le nombre d'années que ça prendra, mais j'en gagnerai au moins une. Mais le jour où je l'aurai, ça va vriller dans mon cerveau, parce que même si je me l'imagine, je suis pas prêt, tu vois. Je suis pas prêt, genre c'est une reconnaissance de ouf, voilà. Donc, prêt pour le Golden Demon? Non. Non, clairement pas, non. Est-ce que tu envisages de commencer une armée Tau ou Astra Militarum? Alors Astra Militarum, non, je pense pas. Tout simplement parce qu'en fait j'ai des figurines Astra, mais moi je les joue en Cult Genie Stealer. Et je le trouve bien en Cult Genie Stealer. Donc j'ai pas spécialement envie de racheter, tu vois, tout ça. Et Tau, oui, un jour ou l'autre, je recommencerai une armée Tau, parce que j'en avais une, parce que j'adore le design.
Mais en fait, le problème de l'Armetto, moi, c'est le gameplay, j'aime pas. C'est le gameplay de planquer, là, tu restes au fond, tu fous rien, tu fais que tirer. Alors oui, je sais, me criez pas dessus, les taux joueurs, là, ça a changé. Mais ça reste, c'est pas encore suffisamment différent et élargi pour moi, tu vois. Mais un jour, j'y reviendrai peut-être, et il y a de fortes chances que la V10 voit une refonte des taux en grande partie, donc il y a de fortes chances que là, à ce moment-là, je fasse ouf, sexy quand même, hein. Donc voilà, on regarde. Russe, alors Russe, où est-ce qu'il est? Bah Russe, il y a des rumeurs, il y a les rumeurs comme quoi une figurine existait, il est prévu. Moi je pense que la V10 sera une refonte globale pour Dark Angel, Blood Angel et Space Wolf, donc du coup je dirais qu'il arrivera en V10, peut-être en V11 max. Je sais que tu es beaucoup pris par la préparation du Golden Demon et de ton boulot, effectivement. Mais avec ta petite notoriété, envisages-tu de participer à des événements plus régulièrement, concours de peinture ou tournois, etc. J'avoue que j'y ai absolument pas du tout réfléchi. Et du coup, bah non, pour l'instant, j'envisage pas tout ça. Encore une fois, ma vie, c'est le bordel complet. Je pense que ça sera le bordel complet jusqu'à ce que j'ai totalement déménagé. En fait, les projets de déménagement, mais putain, la dernière fois que j'ai déménagé, c'était pas aussi compliqué. Mais après, c'était pas aussi loin. Donc du coup, bah, je me dis, voilà, tant que je suis pas déménagé, j'arrive pas à me projeter sur quoi que ce soit. Donc pour l'instant, non. Plus tard, peut-être. As-tu déjà pris des cours de peinture? Et si oui, avec qui? Non, jamais. Jamais un secours de peinture. La seule fois de ma vie où on m'a expliqué quelque chose, c'était comment faire des layers au Games Dex. À l'époque, c'était Manu, un pote à moi maintenant, un ami, qui m'a expliqué ça. Et la fois d'après, c'était quand on m'a expliqué la première fois l'aéro, comme je le disais tout à l'heure pour le modèle 180K. C'est les deux seules fois où on m'a expliqué un truc. Sinon, tout le reste, je l'ai fait en autodidacte avec des vidéos YouTube et tout. Pourrais-tu un jour faire une vidéo sur 5 ou 10 profs que tu conseilles en France? Eh ben, le problème, c'est que j'en connais pas beaucoup. Voire pas du tout. En fait, là, il y en a deux qui me viennent en tête. Ça va être Rémi de Sales Figurine et Nico Dezé. Nicolas Dez. Dezé ou Dez? Je sais jamais, je suis désolé. Alors moi, en plus, avec mon nom, je me fais toujours écorcher, donc je sais que ça fait chier quand on se fait écorcher les noms. Je suis tout à fait désolé. Parce qu'en fait, j'ai d'autres peintres bien vénères, hein, comme Maxime Penaud, par exemple, qui a gagné, il a gagné Slayer Sword, si je dis pas de bêtises. Mais je crois pas qu'il donne de cours, ou tout ça. Donc du coup, bah... Little Demon Studio, c'est le nom du studio de Nico. Donc voilà, en fait, à part Sales Figurine Studio et Little Demon Studio, j'en ai pas beaucoup qui me viennent en tête, malheureusement. Et du coup, de là à t'en trouver 5 ou 10, ça serait assez compliqué. Par contre, je pourrais te conseiller des Patreons. Alors les Patreons, moi j'en ai 3 des Patreons. Je supporte 3 peintres vénères sur Patreon, enfin des peintres et un groupe de peintres. On va avoir Infernal Brush, qui est un ancien, il s'appelle Dave, c'est un ancien peintre de Warhammer Heavy Metal, donc de l'armée Heavy Metal. D'ailleurs, il faisait partie apparemment des plus forts. Il est très fort. Vraiment très fort. Il est pas humain ce mec. En fait, les 3 de toute façon ils sont pas humains. Donc Dave, Infernal Brush, qui est vraiment stylé. Cult of Paint, donc Cult of Paint en français, avec Andy Wardle dedans et Henry. Henry, je connais pas son nom de famille. Mais Henry, du coup, à l'intérieur. Donc là, les deux, eux, ils font des vidéos. Andy, il a gagné une Slayer Sword. Pas rien, hein. Dave, il a pas gagné grand chose. Là, il a gagné 2 Golden Demon, 2 statuettes, parce que il a été peintre heavy metal pendant je ne sais combien de temps. Et quand t'es peintre heavy metal, tu n'as pas le droit de participer au Golden Demon. C'est pour ça que si par exemple demain je gagnais une statuette au Golden Demon, j'en aurais plus que Darren Natham, aussi fort soit-il. Parce que Darren Natham, il a pas le droit de participer au Golden Demon. Tout ce qu'il a le droit de faire, c'est l'open catégorie. Et donc, il a pas de statuette. Il peut pas avoir. Et en fait, c'est un petit carré, mais c'est pas une statuette. Il a pas de statuette Golden Demon. Ils peuvent pas en avoir. Et donc, du coup, Dave, et c'est pour ça qu'il en a pas beaucoup. Il a passé sur des sous. Mais je pense qu'il pourra largement en avoir une, un de ces 4. Donc Dave, Infernal Brush, très fort. Cult of Paint avec Andy Wardle, comme je disais, qui est très fort aussi. Lui aussi, il est pas humain, hein. Slayer Sword et tout ça. Donc Cult of Paint sur Patreon. Et Richard Gray, tout simplement. Richard Gray, on le présente plus, hein. Lui aussi, détenteur d'une Slayer Sword, très fort. Mais du coup, le problème, c'est que tout ça, ce sont des peintres anglais. Donc toutes leurs vidéos, elles sont en anglais, etc. Et tout. Donc si t'as un peu de mal avec les termes de peinture en anglais, ou même avec l'anglais en général, ça va être compliqué pour toi. Voilà. Et du coup, peintre en français, parce que du coup, c'était en France que t'avais marqué bien. T'avais bien marqué en France. Donc du coup, bah moi j'ai que Nicolas Dez et Rémi de Sales Figurine Studio. Donc Little Demon Studio pour Nicolas et Sales Figurine. Les autres, j'en suis plein, tu vois, mais je sais pas s'ils donnent des cours. Ils communiquent peut-être pas assez dessus.
Parce que alors là, pour le coup, Nico et Rémi, tu sais qu'ils font des cours, quoi. Donc, du coup, voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Là, et désolé pour tous les autres que j'ai pas cités. Si jamais vous voyez cette FAQ et que vous donnez des cours et tout, mettez-le en commentaire, mettez votre truc et j'irai voir et je vous ferai un commentaire épinglé avec tous les trucs. J'essaierai de le mettre à jour aussi souvent que faire se peut. Quelle est ta légion chapitre Space Marine préférée, loyaliste et hérétique, et surtout pourquoi cette légion, ce chapitre-là? En loyaliste, je dirais les Dark Angel parce que j'adore le style. Chevalier, tout ça, j'aime bien le fait qu'ils aient plein de secrets dans tous les sens, c'est assez stylé, tu sais. Même eux, ils savent pas ce qui s'est passé, j'adore, c'est stylé. Et chez les renégats, ça serait... J'hésite quand même un peu entre la Black Legion et les Thousand Sons. Mais ça serait les Thousand Sons parce que j'adore le psy, j'adore. Et c'est trop tragique. Et Magnus did nothing wrong. Voilà, c'est tout. Donc ça serait ça. Tu nous as donné les clés... Ah, cette question est très intéressante. Pour peindre, même professionnellement, mais saurais-tu nous dire comment tu as su que ta peinture pouvait devenir ton travail? Plus simplement, comment tu as compris que tu avais atteint un niveau de peinture professionnelle? Alors ça, c'est des fois des questions qui m'arrivent et qui m'énervent. Genre, sous le tuto du Prince Démon, on m'a dit « Ah bah là, j'attendais quand même plus de level de la part d'un peintre pro. » Un tuto pour des débutants, un tuto accès débutant, peu importe ton level, tu le fais pas comme ça en fait. À un moment, il faut comprendre la pédagogie. Bref, il n'y a pas de niveau peintre pro. Ça, c'est bien un truc à comprendre. Peintre pro, c'est un titre, mais c'est un titre fiscal. En fait, c'est un titre qui fait que tu payes. En fait, tu es peintre pro quand tu déclares que tu fais un service de peinture, c'est tout. Tu peux être nul, tu peux avoir commencé le hobby la semaine dernière, si tu trouves assez de personnes qui sont assez contentes du travail que tu vas faire en peinture pour te donner de l'argent, même si c'est pas beaucoup, même si c'est 1 euro par figurine, tu vois, pour que tu les peignes à leur place et qu'ils te donnent des sous entre temps, tu es peintre professionnel. Bon bah, alors après, si tu fais ça à plein temps et si tu fais ça de manière annexe et tout, voilà, il y a une différence. Et bien évidemment, tu vas avoir plus de mal si t'es moins fort que d'autres à réussir. Mais il faut arrêter de dire qu'il y a un level peintre pro et un pas level peintre pro. Voilà, c'est pas vrai. D'ailleurs, tu le vois très très vite hein, quand tu vas sur eBay, t'as des trucs qui sont standards et qui sont pro-painted à 500 balles alors que ça les vaut pas du tout. Donc voilà, le level de peintre pro va être le level de combien toi tu penses que tu es prêt à donner pour cette peinture en fait, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de ça. Donc t'as pas de level. Et après, pour savoir en fait, c'est facile, moi j'ai fait comme tous les autres, hein. Je suis allé voir des potes, et j'ai dit coucou, tu veux que je te peigne ta fille? Je dis ouais, c'est gratuit. Et j'ai dit bah voilà, tu m'aurais donné combien pour ça? Et honnêtement, combien t'aurais pensé que, genre voilà, je t'ai peint ça, si je t'avais demandé 30 balles, est-ce que tu penses que c'est une arnaque? Est-ce que tu penses que c'est une bonne affaire? Et tu fais ça comme ça, et après tu leur redis hey, tu veux que je te la peigne mais cette fois tu me donnes des sous, comme ça tu payes vraiment, et tu me verras vraiment si t'étais d'accord ou pas, et après bah tu te lances. Tout simplement, c'est comme ça que j'ai fait. Et je pense que c'est comme ça que tout le monde a fait. Après j'ai fait tout un podcast là-dessus, assez long. On arrive à la dernière section de cette FAQ très longue. Désolé pour la longueur, mais au moins j'ai répondu à toutes vos questions. Les questions personnelles. Donc, le déménagement. Tu arrives en pays nantais d'ici peu, viendras-tu sur Rennes pour faire un peu de tournoi et pourquoi venir sur Nantes? Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu déménages? Donc voilà, tout ça. Le déménagement, tout ça. Donc, pour être plus précis que ce que j'ai déjà dit, en gros, comme j'ai dit, on avait regardé des villes aux alentours de Bressuire, donc il y avait des trucs assez stylés. On regarde également aux alentours de Châteaubriand, également un peu plus vers la gauche, mais pas trop, parce que du coup, des personnes qui habitent vers Châteaubriand et tout, avec qui on a été en contact, nous ont dit que les élevages de cochons, tout ça intensif, c'était vers là-bas et on n'a pas trop envie d'être à côté des élevages de cochons intensifs vis-à-vis de l'eau, des pollutions, etc. Ou même du bruit, hein, parce que ça n'a pas l'air d'être foufou comme truc, donc voilà, on n'a pas trop envie de ça, donc on essaie de rester vers là-bas. Pourquoi déménager? Eh bien parce que pour le même prix, parce que moi j'habite sur la côte d'Azur, hein, et ici, pour le même prix qu'un appartement, là, moi, aujourd'hui, on a 70 mètres carrés. Eh bien, pour moins cher que ce que ça vaut, on peut avoir une maison de 110 mètres carrés sur 110 mètres carrés tout seul, avec 1000 mètres carrés de jardin. Voilà, celle qu'on a vue ce matin, là, qui nous plaisait, qui avait l'air sympa, c'était ça. Bon, bah, c'est
plus grand pour moins cher. Après on a regardé hein, parce qu'en fait du coup ici tu payes ce que tu payes tous les jours là c'est la qualité de vie, mais la qualité de vie de la Côte d'Azur en vrai, enfin moi j'ai grandi ici, je suis né à Nice, hein, je suis né à Pasteur 2 à Nice. J'ai fait tous mes trucs, j'ai fait mes études à Aix, je faisais beaucoup de temps à Aix, Marseille, etc. Je suis passé du temps à Toulon et tout, les Calanques, tout ça. Je connais, moi j'ai grandi là-dedans, tu vois. Genre vous venez, enfin ceux qui habitent pas ici, mais vous venez pour tout ça, bah, pour nous c'est juste normal, tu vois. Genre les palmiers et tout, c'est... Bah oui, c'est des palmiers quoi. La mer, bah ouais, c'est la mer en fait. Et tu t'en rends compte en fait que c'est bien que quand tu l'as plus. On avait, enfin moi quand j'étais à Aix, aux études à Aix, je me disais ah bah plus voir la mer tous les jours quand même ça manque. Et puis après tu reviens et puis tu la vois et tu fais ah bah c'est beau, mais en fait tu l'as tellement vu et tout. Et le problème en fait de tout ça, c'est une grosse frustration dans le sens où ici c'est trop bien l'hiver parce qu'on a les stations de ski à 1 heure. Sauf que les stations de ski pendant les vacances elles sont blindées. Il y a tous les touristes qui viennent. Ici, l'été, c'est trop bien, parce que à 45 minutes, 1 heure, on a la mer. Mais la mer, à 45 minutes, 1 heure, tout l'été, c'est blindé. Et en fait, c'est des trucs qui font chier, et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes ici qui ont autant de piscines. Des fois, enfin, je dis autant de piscines, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes ici qui ont des piscines, parce que, bah, en fait, tu peux même plus te baigner, enfin genre, mais c'est noir de monde, c'est horrible, c'est vraiment, vraiment relou. Enfin, moi, ça me saoule. Ça me saoule de ouf. Là aujourd'hui, moi j'habite dans un petit patelin, je suis à la frontière en fait du Var et du 06 et on a un lac pas loin de chez nous là qui s'appelle le lac de Saint-Cassien. Si tu te pointes pas au lac à 8h et encore peut-être même avant, t'as plus de place. Tu peux pas mettre ta serviette et tu peux pas te baigner. Et quand je te dis ça, les gens ils sont les uns sur les autres, hein. C'est catastrophique. Alors après oui, si tu vas en semaine à 15h le mardi, ouais là t'es tranquille. Mais alors moi du coup je peux le faire, donc c'est cool. Mais compliqué quoi. Donc du coup, on en avait un petit peu marre de tout ça, un peu envie de changer et d'aller voir autre part et d'avoir plus grand en fait. On passe énormément de temps à la maison, comme je disais tout à l'heure, on peut très peu sortir parce que bah, le travail etc. Et donc du coup on se dit mais pourquoi se faire chier à être dans une région qui est quand bien mieux et tout, alors que moi j'ai très très hâte de voir la Bretagne ça vous gagne. Beaucoup de gens disent ça, j'ai déjà dit ça il y a pas longtemps dans un de ces streams et tout, je comprends pas pourquoi et tu vois c'est très intriguant et j'ai très envie de tester. Et en fait on a réfléchi différemment et tout, depuis qu'on travaille à notre compte et tout, on voit un peu la vie différemment et on n'est plus obligé enfin en fait on se concentre moins sur l'environnement dans lequel on est, plus que sur ce qu'on fait, sur comment on vit la vie et tout ça. Et donc du coup en fait ça change plus rien, on reste en France, hein, c'est tranquille parce que enfin je dis ça parce que ma famille elle me disait ah mais quand même partir loin et tout, la Côte d'Azur tout ça, parce que pour l'anecdote mon père est né à Lille, ma mère elle est née à Paris et quand ils étaient petits ils sont venus ici donc ils ont un peu connu les trucs différents, mais ils me disent du coup bah partir loin et tout quand même, là-bas il pleut tout le temps et tout. Alors on a vérifié hein, tout ce qui était pluviométrie etc. Il pleut là vers Châteaubriand, c'est Châteaubriand qu'on a regardé, on a comparé ça hier soir. Il pleut en moyenne 2 à 3 jours de plus par mois sur 30 jours. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en fait quand tu relativises quoi. Et puis la pluie c'est quoi? La pluie c'est pas la mort, hein. Il pleut pas de la pluie acide. Genre tu peux sortir quand il pleut quoi. Voilà. Donc du coup, c'est un peu pour tout ça en fait. Moins cher, donc bah, déjà plus de sous perso pour vivre comme ça tranquillement. Et plus grand. Plus de place pour mon travail, plus de place pour la vie globale, plus de tout ça. À Skip aussi, la vie est moins chère là-bas. C'est-à-dire que bah, vous payez vos pâtes moins cher que nous. Alors nous déjà, et ça c'est dégueulasse, t'as les prix dans tous les supermarchés, ils augmentent vers juin. Et ils baissent vers fin septembre. En fait, quand vous arrivez, vous augmentez les prix de nos produits. Parce que vous êtes des touristes, alors il faut vous faire raquer plus cher. Mais comme on n'a pas de supermarché pour les locaux ici, bah tout le monde raque plus cher. Donc moi, mes pâtes, si j'achète des pâtes en mai, elles coûtent moins cher que si j'achète en juin. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et donc voilà, tout ce genre de trucs. Et bah du coup, en fait, quand tu mets ça bout à bout et tout, le fait qu'on travaille tout le temps, enfin surtout moi maintenant, mais tout ça, bah ça fait que voilà, en fait, on a envie d'essayer autre chose. Et moi, j'ai jamais visité la France. Je suis rarement parti. En fait, dans ma vie, j'ai fait l'entièreté de l'Italie, Londres, et c'est tout. Voilà, je suis jamais allé à Paris. Je suis jamais allé dans la capitale, tu vois. Alors ça, c'est un truc que j'ai très envie de visiter maintenant. Et de faire bien le touriste. Ah, je vais faire comme vous, là. Ah, je vais être là comme ça. Je vais faire... Ah,
Oh bah c'est beau ici, hein. Et je vais rouler à 2 à l'heure. Comme vous. Ah, ça fait partie des trucs qui nous font trop chier, parce qu'en fait, quand vous venez, vous êtes en vacances, donc forcément vous êtes détendu. Mais les gens qui sont encore ici, ils travaillent, tu vois, et ils sont stressés, en fait, comme vous, avant que vous partiez des vacances. C'est pour ça qu'on est vénère aussi sur la route, hein, parce qu'on a une très mauvaise réputation sur la route, et on conduit tous très très vite. Tout ça, mais j'ai de la famille, hein, justement, à Lille et tout, et quand ils arrivent et tout, et qu'ils viennent, ils font, mais alors, quand même, vous conduisez vite, hein. Et je dis, non, encore là, ils se trahent le cul. Et ils sont là, non, voilà. C'est parce que bah, nous, en fait, voilà, on est vénère parce que bah, vous roulez à 2 à l'heure parce que vous êtes en mode oh bah la mer c'est joli, hein. Mais regarde devant toi, tu vois. Mais enfin voilà, bref, ça c'est des trucs qui sont assez rigolos. Donc je ferai pareil, je ferai le touriste à Paris. Ah, ça serait trop drôle. Je vais me faire insulter, je vais me faire klaxonner, hein. Exactement comme nous, on vous insulte et on vous klaxonne, hein. Et ça sera juste, hein. Mais j'ai très envie de voir ce que ça fait de l'autre côté, tu vois, en fait. J'ai très envie d'être le mec cool en mode ah mais c'est bon, détendez-vous. Détendez-vous, c'est beau ici quand même. Vous avez vu la chance que vous avez de vivre ici? Waouh! Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai très hâte de visiter Paris. Et du coup, voilà, raison financière, raison de place, raison d'envie de nouveauté aussi pour changer un petit peu, parce que je trouve ça cool, tu vois, de changer. Et pourquoi pas, tu vois? Et ça me paraît bien. Parce que là, du coup, en plus, nous, on est dans une situation un peu bâtarde, parce que moi, je suis sur la Côte d'Azur sans y être, hein, la mer, c'est 50 minutes. Quand j'habitais chez ma mère et qu'on habitait à Cannes-sur-Mer, j'avais 8 minutes de skate avant, peut-être même des fois moins si je roulais vite, il y avait la pente quand même, avant la mer. C'est-à-dire que je faisais 8 minutes de skate, si je les faisais en maillot, j'avais à peine le temps d'avoir trop chaud que je pouvais déjà me baigner. Et en plus, à cette époque, et même encore aujourd'hui, hein, mais c'était un super spot de skate, le bord de mer de Cannes-sur-Mer au niveau de l'hippodrome, et je skatais là tout le temps, de longue. C'était trop bien. Mais voilà, après, là aujourd'hui, si j'y allais en skate, j'en aurais pour, je sais pas moi, la journée, à aller à la mer. Catastrophique. Donc en fait, on a les trucs qui sont plus chers, mais on n'y est pas vraiment, tu vois. En fait, on n'est pas loin, mais on n'y est pas non plus pour vrai. Enfin voilà. Et c'est aussi pour ça, hein, qu'on peut vivre ici, parce que bah, du coup, c'est moins cher, bien évidemment, parce que c'est plus loin. Mais en fait, on est dans une situation un peu bâtarde et ça me plaît pas trop, quoi. Donc du coup, voilà. Un peu pour tout ça, on change d'air. Question d'après, et comment vas-tu? Et bien du coup, ça va, ça va. En fait, c'est tout le bordel déménagement et tout, ça fait beaucoup de stress à gérer. Si jamais vous avez suivi les autres FAQ, Daphné elle a fait un burn-out l'année dernière, ça a été très très compliqué à gérer. Ça va quand même beaucoup mieux qu'avant, c'est d'ailleurs tant mieux, hein. Et c'est bien, elle commence à pouvoir refaire pas mal de trucs et tout, alors on commence même à travailler un peu, à faire ses petites vidéos sur YouTube, à reprendre son compte Instagram, etc., à retravailler un peu au final, mais ça a été quand même compliqué, et moi ça m'a beaucoup impacté, parce que bah, en fait... quand t'as quelqu'un que t'aimes très fort qui fait un burn-out comme ça, tu peux rien y faire, en fait, t'es juste démuni, donc tu fais tout ce que tu peux, et donc ça va être très compliqué pour moi de gérer tout ça, mais à part ça, en fait, ça m'a juste donné de la fatigue, mais sinon, à part ça, ça va. Du coup, globalement, ça va. Je suis juste, du coup, beaucoup de stress et de surmenage, entre guillemets, en fait, entre les vidéos tous les jours, la vidéo une fois par semaine, le non-partenariat avec Gamershop qui n'arrive pas, ça m'emmerde un peu, mais c'est pas grave. Tout ça, en fait, et gérer tout ça en même temps, c'est compliqué. Et je pense qu'une fois que le déménagement sera posé, terminé, qu'on aura un peu rebâti une petite vie sociale à droite à gauche, ça ira un petit peu mieux. Du coup, voilà, je pense que quand on aura recréé tout ça, qu'on sera bien posé dans une belle jolie maison là, avec un studio plus grand qui me permettra de faire un peu tout ce que je veux, plutôt que de devoir choisir entre le fond vert ou le rapport de bataille, et ce genre de truc, ça ira globalement mieux, et je serai quand même sûrement plus content. Après, je vais vouloir aussi me refaire des potes, comme je disais, refaire une vie sociale et tout, et ça sera bien, et ça va me faire du bien, ça fera aussi du bien à Daphné, et ça ira globalement mieux, je pense, à ce moment-là. Mais sinon, ça va, hein, je suis très content de ma vie de manière générale. Vraiment, je suis très très content. Comment tes parents acceptent le fait que tu joues à Warhammer et le regard sur ton métier actuel? Non, ça me dérange pas. Du coup, comment ils le vivent plutôt bien. Alors après, moi, d'histoire, on va dire qu'il y a eu beaucoup de clash avec mes parents, surtout avec avec mon père et mon beau-père. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, donc du coup j'ai eu un beau-père pendant toute mon... il est arrivé quand j'avais 8 ans, 9 ans je crois, donc du coup ça fait quand même bien longtemps. Ma belle-mère elle est arrivée quand j'avais 10 ans, donc du coup voilà, moi j'ai techniquement eu
4 par an au final pendant tout le temps quoi. Donc c'était compliqué et du coup avec les papas au niveau de l'école ça s'est très très mal passé et ça a conduit à un moment quand j'étais à Aix à une sorte de, pas une coupure totale des relations mais à grande distance quand même en fait hein. Et j'ai remarqué qu'en fait que quand tu en fait ça fait de la peine tout ça, il s'est passé des trucs pas cool mais du coup en fait quand tu tapes fort sur la distance bah après ça va ils sont plus cool. Tu vois, donc du coup ça a passé en fait tous ces problèmes passés. Après bah, du coup je suis allé en prothèse et tout donc là ça allait mieux et tout se passait bien et après du coup en fait entre temps j'ai dû un peu forcer le c'est bon je suis grand, laisse-moi tranquille. Et donc du coup bah après quand tu prends une décision voilà tu vois ils s'inquiètent, c'est normal, ils se sont inquiétés quand j'ai dit j'arrête la prothèse où ils me voyaient déjà patron d'une prothèse gagner 30 ou 40 000 euros par mois, ce qui n'est pas vrai hein. C'est pas possible en prothèse, enfin c'est possible mais c'est compliqué, très très compliqué et ils me voyaient déjà comme ça et je leur dis bah je vais arrêter pour prendre des figurines en plastique. Effectivement voilà ils ont émis quelques petits trucs et j'ai dit non mais c'est pas grave, moi je m'en fous, j'y crois. Et après je suis quelqu'un de très déterminé dans la vie hein. C'est à dire que si je crois en un truc et que je veux le faire on m'arrêtera pas c'est à dire que ça va être compliqué quoi de m'arrêter. Je vais tout mettre en œuvre et je sacrifierai tout ce qui est sacrifiable pour le faire et pour que ça réussisse. J'ai très peu de limites dans mon jusqu'au boutisme. Voilà, alors des fois c'est un défaut, des fois c'est une qualité. Donc ça dépend, donc ça voilà, et après bah du coup je suis devenu truc et tout, et au final ils étaient un peu, en fait ils étaient pas réticents mais ils étaient inquiets, et puis je leur ai montré que ça pouvait marcher, donc après bah voilà, maintenant ça fait, j'ai commencé en janvier 2019 la peinture pro de figurines, et j'ai commencé en septembre 2019 la chaîne YouTube, et là on est en février 2023, et voilà, je suis encore debout, je mange, donc tranquille, tu vois, genre c'est bon, à force je leur montre, hein, donc du coup voilà, ça marche. Oh, on arrive presque à la fin. Arrives-tu à vivre de manière décente de cette passion ou c'est un peu insuffisant pour vivre ? Alors, de manière décente, c'est très compliqué parce que c'est assez subjectif. Alors, si, pour être 100% honnête et transparent, si aujourd'hui je n'étais pas en SARL, unipersonnel, je suis en SARLU, SARL unipersonnel, SARELU. Du coup, pour me payer, en fait, si je me donne 100 balles sur mon compte, donc de mon compte pro à mon compte perso, je me vire 100 balles, et bien mon compte pro, il doit donner 42 € à l'URSSAF. Donc voilà, si je veux me donner 100 €, ça m'en coûte 142. Donc bah ça, c'est assez compliqué, et depuis que je suis en SARL, je ne me paye plus. Si j'étais encore en auto-entreprise, du coup, je paierais, je vais vous expliquer un peu après le délire, mais du coup, les sous, ils arriveraient sur mon compte perso directement, et donc, bah, du coup, bah, je pourrais forcément plus les dépenser. Moi, j'ai une vie très, comment dire, cadré, si on peut dire ça comme ça, au niveau budget et tout. En fait, j'ai énormément consommé de reportages à la con sur la consommation, sur les techniques, tout ça, le marketing et tout ça. Et j'en suis arrivé en fait à une sorte de truc où, dans la vie, de manière générale, si j'ai pas besoin d'un truc, je le prends pas. Donc voilà, et ça, bah mine de rien, c'est assez frustrant hein, sur des trucs et tout. C'est-à-dire que là, voilà, tu vois, le t-shirt que j'ai là, que je porte aujourd'hui, il a des trous à droite à gauche parce que je suis tombé en skate avec et tout, mais il est encore viable comme t-shirt parce que bah il marche encore, tu vois, voilà, il fait t-shirt. Bah, je l'ai acheté en 2008. Voilà, je rachète très peu de choses, j'essaie de garder mes trucs jusqu'au bout. Là, la voiture, je vous ai dit qu'il fallait l'amener au garage, elle a 250 000 km. Bah, moi, je préfère réinvestir dans la voiture pour la garder plus longtemps parce que, bah, voilà, chez moi, on jette pas pour racheter, voilà, c'est pas comme ça. Et de manière générale, j'essaie de faire les trucs qui durent le plus longtemps possible et d'acheter ce qui est les seuls trucs qui sont utiles. Donc ça, comme j'ai dit, ça a créé de la frustration. Cette frustration a été complètement, mais alors complètement diluée, enfin non pas diluée, mais enlevée dans le hobby Game Workshop. En fait, c'est-à-dire que ma passion, c'est Games. Voilà. Il y a une question juste en dessous, si j'ai d'autres passions. Oui, j'en ai d'autres, mais on verra ça après. Mais ma passion, ma grosse passion, c'est Warhammer, c'est le hobby en général. Et donc du coup, en fait, je vis ma vie avec... c'est-à-dire que moi, j'arrive à vivre en fait entre quelques petites économies. À chaque fois que c'est Noël ou mon anniversaire, je demande des sous, je demande des chèques.
Comme ça, après je mets tout cet argent de côté et je budgétise comme ça tous les mois. Donc c'est-à-dire que, par exemple, tu vois, on ne va jamais au resto. Alors bah, par rapport au problème que j'ai décrit juste avant, bah, c'est aussi arrangeant. Mais on va jamais au resto, on va pas au ciné. En fait, on a le droit à une séance de cinéma par an. dans le budget. L'année dernière c'était Doctor Strange 2 et cette année il y a de fortes chances que ça soit Ant-Man 3. Ça sort bientôt d'ailleurs. Donc ça, on a droit à une séance de ciné par an. On part quasiment jamais en vacances. En fait, je dis quasiment jamais en vacances parce qu'en fait, quand on part en vacances, on va à la piscine chez ma mère. Voilà, c'est à 50 minutes de route. C'est ça les vacances. On y reste des fois 2-3 jours et voilà. Ça, on met de l'essence dans la voiture pour faire juste les courses et les sorties obligatoires. Et pas plus en fait. On fait littéralement rien. L'abonnement Netflix, on l'a gratté à la sœur de Daphné. L'abonnement Disney+, on l'a gratté à mon père. L'abonnement Prime, c'est Daphné qui l'a, mais elle l'a en tarif réduit. Et on en fait profiter hein. Les autres effectivement c'est du donnant. On a ça, l'abonnement internet du coup j'ai réussi à le faire passer sur la box, sur le compte pro parce que du coup c'est mon travail donc ça marche. Donc du coup alors on a des dépenses extrêmement réduites et calibrées en perso, mais du coup en pro tous les sous qui rentrent dans la société en fait comme ça c'est mon travail à temps plein, tout ce que vous voyez ça peut passer en frais. C'est-à-dire que là, j'achète tout ça, ça passe en frais de société, parce que du coup, je m'en sers pour faire des vidéos et tout, et avec mon travail. Comment tu veux que je fasse le tuto sur Engron, par exemple, sans acheter Engron? Quand j'achète Engron, il passe en frais. Et donc, ma société, elle rince. Elle achète tout ce qu'il faut pour tout faire. En gros, c'est ça le délire. Et quand ça passe en frais, en gros, la différence entre la SARL et la micro-entreprise, c'est-à-dire qu'en micro-entreprise, tu gagnes, on va dire, 1000 € dans le mois, on va t'imposer 23 ou 24%, je sais plus, un truc du genre là, sur ces 1000 €. Peu importe que tu aies besoin de dépenser 800 € pour gagner ces 1000 € ou que tu aies besoin d'en dépenser 0. Dans tous les cas, tu devras payer 23%. Dans une entreprise, comme j'ai dit, du coup, si je veux me payer 100 €, il faut en donner après 42 à l'URSSAF, mais ça passe en frais, les 42 à l'URSSAF, pas les 100, comme ça. Mais dans une entreprise, si tu as rentré 1000 €, du coup là ça devient un chiffre d'affaires, et que du coup tu as dû en dépenser 800, eh bien l'URSSAF que tu devras payer sur ce mois sera calculé que sur ce qui reste, c'est-à-dire les 200. Et moi j'en avais marre un peu en fait, parce que comme je dis, en fait je vivais déjà comme ça avant. Et donc du coup je me faisais imposer sur un chiffre d'affaires alors que je devais dépenser des sous dans les figurines, dans les caméras surtout. En fait à cette époque là j'avais ni les ordis, ni les caméras, ni les trucs comme ça, et donc du coup je devais dépenser énormément d'argent en perso en plus sur ça pour alimenter tout ça, et je trouvais ça pas rentable du tout. Et donc du coup après j'ai pas choisi tout seul, je l'ai demandé à mon meilleur ami qui est avocat conseil, et il m'a dit ouais ça serait bien, mais pour être sûr va voir un expert comptable. Je suis allé voir un expert comptable, coucou, il joue aux figurines et tout, donc du coup c'était trop top. J'ai pas eu besoin d'expliquer tout ça comme ça, et du coup on a calculé et on en est arrivé au point que oui effectivement, vu que tes seules et uniques dépenses dans ta vie c'est ton hobby et qui est également ton travail, passe en sarlu, comme ça au moins tu pourras tout passer en frais. Et qui plus est du coup, maintenant que je suis en SARL, je suis de fait, alors qu'en micro-entreprise, en auto-entreprise du coup c'est soumis, c'est à partir d'un certain budget, je suis soumis du coup à la TVA. Mais du coup, la TVA, alors si je la rends sur les dons PayPal, sur les dons Patreon, sur les dons Tipeee et tout, je la paye pas non plus sur les figurines. Donc c'est à dire que quand j'achète une figurine à 100 €, elle me coûte que 80. Enfin, je sors 100 balles, mais l'URSSAF, la TVA après me rend les 20 € une fois que je suis arrivé à un crédit, c'est tous les 800 €. C'est-à-dire que tu arrives à 800 €, bling, tu peux te demander le remboursement de crédit de TVA. Et là donc du coup, c'est rigolo que vous posiez la question maintenant, parce que le montant dans ma prime d'activité de la CAF, il vient de se faire striker de plus de la moitié de son montant tout récemment, là en février, sans trop savoir pourquoi. Et donc du coup, je suis un peu deg, parce que la prime d'activité c'était quand même bon gros morceau dans notre budget course, tout ça. Donc du coup là je vais devoir obligatoirement trouver, me payer en fait, et donc dépenser des sous de ce côté là de la société et tout. Donc je vais voir et m'arranger un petit peu, parce que en fait pour l'instant je peux, si là je dépensais tous les sous de la société au lieu de dépenser en matos ou en figurines et tout pour me payer, je peux même pas me sortir un SMIC en fait. Donc du coup en fait
Moi je trouve ça un peu dégueulasse, en fait pas dégueulasse mais je trouve ça un peu compliqué de devoir déjà payer des frais et tout en avance avant même de pouvoir te sortir un SMIC, tu vois. Alors après à partir du moment où tu peux te sortir le SMIC, tu vois, ouais là tu payes au pourcentage, c'est à dire que je sais plus exactement combien c'est le SMIC mais on va le mettre à 1000 € pour que ça soit mon schéma, donc jusqu'à 1000 € bah tu payes pas, parce que en fait si tu peux pas te sortir 1000 balles c'est quand même que t'es un peu dans la merde, tu vois. Donc tu vas jusqu'à 1000 €, et à partir de 1000 €, bah, à 1010, bah, sur les 10 que t'as gagné en plus, là tu payes au montant comme tous les autres, tu vois. Moi je trouve que ça serait quand même mieux comme ça, et là bah, ça serait quand même déjà un peu différent, et ça serait plus facile pour se payer, pour s'arranger, etc. Voilà. Donc après voilà. Donc vivre décemment, en fait ça dépend comment tu parles. Si pour toi être privé, enfin privé entre guillemets, moi ça me dérange pas, mais si pour toi être privé de tout, c'est-à-dire que je peux pas aller au ski si j'ai envie, je peux pas partir en vacances, je peux pas aller au cinéma, enfin si une fois par an mais c'est tout, à deux, je peux pas aller au resto, en fait à part faire les courses et travailler, je fais rien. Donc au niveau sous, j'ai pas le budget pour ça. Donc du coup si pour toi ça c'est pas vivre décemment, bah non, je peux pas. Si pour toi c'est vivre décemment, bah alors oui. La réponse c'est ça. Mais voilà, moi après ça me va parce que, encore une fois, quand je vis comme ça, ma passion et ce que je fais la plupart du temps et là toute la journée, c'est des figurines. Donc du coup, bah je suis content parce qu'au final, c'est devenu mon métier à plein temps et j'arrive à tout dépenser dans mes figurines. Et au final, j'ai pas la frustration parce qu'en fait, bah, moi j'ai pas besoin de partir en vacances, tu vois, pour relâcher un peu une pression que j'aurais eu au travail et tout. Mon travail il me plaît de ouf. Je suis content tous les jours à faire ça. Donc en fait, j'ai pas vraiment besoin de tout ça parce que bah, tous les jours je suis content. Moi je suis content quand j'achète mes figurines de pouvoir faire mes trucs, mes tutos, mes machins, etc., mes vidéos, ou même juste monter mes figurines ou lire du fluff et tout. Je suis content. C'est ça, c'est mon métier tous les jours de faire ça. Donc c'est quand même assez cool. Donc moi j'ai pas besoin spécialement de vacances, de machin et tout, de sorties, qui est souvent un argument, tu sais, du genre ah mais vous faites pas plaisir. C'est trop souvent un argument qui revient dans ma famille, c'est ah vous faites pas plaisir, partez jamais en vacances et tout, c'est dommage, vous travaillez tout le temps. Bah ouais mais quand ton travail tu l'adores à ce point-là, bah t'es tranquille, tu vois. Enfin voilà, mon travail ça reste, encore une fois, jouer avec des petits bonhommes, peindre des petits bonhommes et faire des vidéos qui parlent de petits bonhommes. Je veux dire, voilà, je suis tranquille, moi j'aimais ça avant que ça soit mon travail. Donc du coup, c'est une question qui est quand même assez compliquée, et qui est compliquée en fait, ça va dépendre de tout un chacun. Avant-dernière question, l'issue des livres hors Warhammer, et si oui lesquels. J'ai commencé la série The Witcher, il n'y a pas si longtemps, et à part ça, je lis pas grand chose qui n'est pas Warhammer en termes de romans. Sinon après en termes de manga, j'adore One Piece, j'ai lu beaucoup de mangas. J'adore plein de mangas, mais que je lis régulièrement. Bah du coup One Piece, d'ailleurs là on est jeudi, il doit y avoir le chapitre qui est sorti en illégal. Je peux pas attendre, moi, j'arrive pas. Ça, je lis encore Dragon Ball Super, même si là bon, pour le coup je trouve pas l'arc hyper intéressant sur Trunks et Goten pour l'instant. On va voir où ça nous mène, hein, mais pour l'instant voilà, c'est pas incroyable. Mais je lis ça encore. Boruto j'ai arrêté parce qu'en fait j'ai essayé de lire Boruto, mais Boruto j'ai un gros problème avec Boruto. J'y arrive pas. Je sais pas si vous êtes des fans de Boruto, mais en fait je trouve que le problème de Boruto pour moi c'est pas l'histoire et tout. J'aime bien l'idée qu'on soit centré sur le fils de Naruto, etc. Mais l'échelle de puissance, elle va pas. Je suis pas d'accord avec l'échelle de puissance et ça m'a sorti complètement du truc. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin de Naruto, non mais Naruto et Sasuke, tu peux pas les tester. Tu peux pas. Tu peux rien leur faire. Et donc voilà, ça m'a sorti du truc, j'y crois pas. J'y crois pas assez, c'est dommage. Donc du coup, ça m'a fait mal. J'arrive plus à lire Boruto, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Ça, et donc du coup, ouais, surtout One Piece en termes de manga. Je suis un grand fan de One Piece. Des fois, je me dis que j'ai envie d'ouvrir une chaîne théorie One Piece. Les théories que vous voyez là sur ma chaîne secondaire pour 40K et tout, c'est rien à côté de ce qu'il y a dans mon cerveau pour One Piece. Rien. Des fois, je me dis qu'il faudrait que je le fasse. Mais j'ai pas le temps. Donc voilà, oui voilà, c'est tout. Et enfin, as-tu d'autres passions que la figurine? Alors oui, je suis très passionné de skate. Malheureusement, le premier skatepark le plus proche de chez moi est à 35 minutes de voiture.
Donc voilà, niveau temps c'est compliqué. Dans une des deux maisons là qui sont top, il y a celle qui est à côté de pas loin de Châteaubriand, il y a un skatepark qui serait à 8 minutes en skate. Ouf, trop bien. Donc là ça me ferait bien plaisir, j'aimerais beaucoup reprendre. Parce que là du coup en fait à part faire du skate là dans l'appartement, je sais pas où en faire. Parce qu'en plus là je suis dans un village avec les pentes elles sont comme ça, donc c'est impossible, c'est impraticable. Donc catastrophique, mais je suis un grand fan de skate, j'adore ça, je skate depuis que j'ai 11 ans, donc j'adore. Mais malheureusement j'en fais pas autant que je voudrais. Et j'aime beaucoup les jeux vidéo, mais aussi j'ai pas trop le temps. Là tu vois typiquement hier j'ai fait une story sur le téléchargement de Hogwarts Legacy, ou avant-hier je sais même plus, j'ai même pas encore eu le temps de le tester. Daphné elle l'a testé, elle le trouve très bien pour le moment, mais moi j'ai même pas encore eu le temps de le tester malheureusement, donc voilà, je fais ce que je peux, mais j'adore aussi les jeux vidéo. Mes 3 grosses passions dans la vie du coup ça va être Warhammer et le hobby en général, le skate et les jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo, c'est vraiment très bien, c'est quelque chose que je trouve incroyable. J'adore le jeu vidéo, c'est incroyable. Et voilà, c'est tout pour cette FAQ qui aura été excessivement longue. On est à 2 heures, presque 3 heures d'enregistrement. Elle va être très longue. Désolé, en plus il n'y a pas beaucoup de trucs à côté, je crois, on verra. Mais voilà, au moins j'ai répondu à toutes vos questions et vous avez des questions version longue, répondues en version longue. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque là, si jamais c'est le cas. On va changer, pas chapeau, comme ça... Si jamais il y a des filous, ce sera lunettes cette fois. Si jamais vous êtes là jusqu'à la fin, vous mettez une petite emoji ou un petit mot lunettes. Je sais pas si on en verra beaucoup dans les commentaires. Mais en tout cas, merci. Merci pour le soutien, merci pour les 30 000 abonnés. J'espère que ça continuera encore longtemps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne principale. Ciao.